7 février 1943. Guadalcanal, île Salomon. Après une campagne longue et intense d'environ 7 mois, les Américains et les Australiens remportent une victoire décisive sur l'Empire japonais. La campagne de Guadalcanal est surtout connue pour ses nombreuses batailles navales qui transformeront les fonds marins en véritables cimetières avec presque 70 grands navires de guerre coulés. Mais on en oublierait presque que ces navires avaient tous une mission, celle d'assurer le ravitaillement ô combien vital des hommes au sol. Car oui, il existe une campagne terrestre de Guadalcanal, moins connue, mais qui fera partie des campagnes les plus éprouvantes pour les divisions de marine, notamment la 1st Marine Division, qui se voit rattacher à partir de novembre 1941 le 1st Tank Battalion. Celui-ci a la particularité d'arborer un char sur son insigne, un véhicule parfaitement identifiable, un M2 Light Tank, plus particulièrement un M2 A4. Je vous propose donc de revenir sur l'histoire de ce char léger, qui forme un véritable maillon entre les chars d'avant-guerre et les chars légers américains de la Seconde Guerre mondiale. Contrairement à ce qui peut se lire ou s'entendre, les Américains ont une longue tradition avec les chars, et ce depuis la Première Guerre mondiale, avec le premier corps de chars composé de FT français et de marques anglais. Les Américains ont aussi très vite construit des chars, avec 950 M1917, des FT sous licence et adaptés aux mesures et armements américains. Les Américains vont très vite expérimenter, avec les célèbres Skeleton Tank et Ford 3 Tons. En 1922, il est décidé de faire des travaux sur un tout nouveau char, en découle le T1 Light Tank. Mais en 1931, les T1 Light Tank sont dans l'impasse. Globalement, l'armée est systématiquement insatisfaite des chars de Harry Knox, qui est pourtant l'un des pères fondateurs du char américain. Celui-ci s'obstine à vouloir conserver le moteur à l'avant, malgré tous les défauts que l'armée lui communique. Un manque de visibilité, un problème de surpoids, un problème de répartition du poids, un environnement trop bruyant dans l'habitacle. De plus, l'armée commence à vraiment s'intéresser aux chars de Walter Christie, qui sont moins chers, plus novateurs, plus rapides, et qui, sans la Grande Dépression, auraient sûrement déjà remporté un contrat avec l'armée. Et disons que le monopole de Knox est en train de s'écrouler petit à petit. Christie avait vendu la totalité de ses brevets et futurs brevets pour la somme de 100 000 $. De nouveaux ingénieurs tentent donc de construire des chars sur la base du travail de Christie, amenant de nouveaux acteurs sur le marché, comme Joseph Colby ou Glaydon Barnes. Mais la solution au problème de Knox arrive au mois de juin 1931. L'armée américaine arrive à se procurer un char anglais Vickers Mark E, qui surpasse de très loin la plupart des chars américains construits à l'époque. Harry Knox décide de plagier et de breveter la suspension du char anglais pour donner naissance en mars 1932 au T1 E4. Le T1 E4 s'avère tout de même assez moyen, mais le changement de configuration du char, avec cette fois-ci un moteur à l'arrière et sa nouvelle suspension, indique la bonne marche à suivre. Un autre élément qui vient en aide à Knox, c'est le ministère de la Guerre, qui limite le poids des chars légers à 14 000 livres, soit environ 6,3 tonnes. Même si cette limite de poids enterre son tout dernier char, le T1 E6, Knox peut se concentrer sur la création d'un tout nouveau modèle, abandonnant les T1 vieux de 11 ans. L'armée américaine propose un nouveau cahier des charges, le 3 juin 1933. Elle souhaite un char de 6,3 tonnes, avec 4 membres d'équipage et une vitesse d'au moins 48 km/h sur route, un blindage par balle et armé d'une mitrailleuse de 12,7 mm et de 2 de 7,7 mm. Le 23 avril 1934, après plusieurs mois de labeur, le nouveau char de Harry Knox et de son associé Thomas Nixon sortent de l'usine de Rock Island Arsenal et arrivent au terrain d'essai d'Aberdeen. Nommé T2 Light, il arrive en même temps que le second char de Knox, le char de cavalerie T5 Combat Car. Le T2 et le T5 sont testés côte à côte, et ils possèdent beaucoup de points en commun, notamment la forme de la caisse et le même groupe motopropulseur, mais aussi des différences. Le T2 possède une seule tourelle, tandis que le T5 en a deux. Le T2 a aussi des suspensions similaires aux chars anglais Vickers et au T1 E6, tandis que le T5 arbore une toute nouvelle suspension révolutionnaire, nommée VVSS, pour Vertical Volute Spring Suspension. Durant ses essais, le T2 a montré clairement ses limites. La conduite est plus rude et ses suspensions s'avèrent moins robustes. Il est donc décidé d'envoyer le T2 à l'usine pour adopter les suspensions VVSS du T5, ainsi qu'une autre grande amélioration de ce char. Les chenilles en acier et caoutchouc, qui sont plus silencieuses,
abîme moins la route et améliore la vitesse et la conduite. En octobre 1934, le char reconstruit prend le nom de T2E1 Light Tank et retourne à Aberdeen pour de nouveaux tests. Début 1935, l'infanterie demande l'installation d'une coupole de commandement qui porte le poids de la machine à 8,6 tonnes. Et après un an de tests approfondis, qui démontrent la grande fiabilité de la machine, le char entre en production et prend le nom de M2A1 Light Tank. Les premiers M2 sont armés d'une mitrailleuse lourde de 12,7 mm, ainsi que de deux mitrailleuses de 7,7 mm. Son blindage avant est épais de 15,9 mm, ce qui lui assure comme promis une protection contre les balles de mitrailleuse légère. Son moteur est un bloc Continental R670, qui lui assure une puissance de 250 chevaux et propulse la machine à une vitesse de 72 km/h sur route. Alliée aux suspensions VVSS, la machine est propulsée à la vitesse exceptionnelle de 72 km/h sur route, un exploit que seules les suspensions de Christie avaient atteint dans les années 20, mêmes suspensions qui ont été vendues à l'URSS et à l'Angleterre. Il faut garder en mémoire qu'il y a 10 ans, les ingénieurs cherchaient par tous les moyens de dépasser les 20 km/h sur route. Mais le char est destiné à évoluer assez vite. Après 10 chars produits, le M2 hérite d'une autre caractéristique du T5 Combat Car et adopte lui aussi une seconde tourelle. Après 2 ans de production, le M2A2 se mue en M2A3. Le char reste globalement le même, un blindage plus épais, passant de 22 mm sur la face frontale, ainsi que d'autres ajustements mineurs, passant la masse totale du char à 10 tonnes. Mais en parallèle de la production du M2A3, les Américains scrutent avec attention la guerre civile espagnole, et le 15 avril 1938, le colonel Gladon Barnes écrit un mémorandum à l'intention du Army War College. Dans cette note, il décrit la faiblesse du blindage des chars M2A2 et M1 Combat Car, qui peuvent être mis hors de combat par une mitrailleuse lourde à 650 mètres. Il explique aussi l'importance de monter un nouveau canon d'au moins 37 mm, et pour réduire les coûts d'une telle opération, il propose la création d'un char sans tourelle avec un 37 mm. Mais en juillet 1938, le Major John Christmas propose deux conceptions plus intéressantes. La première, nommée T6 Light Tank, un char assez différent, devant être manœuvré par 2 hommes. Un prototype sans tourelle sera prêt à la mi-39. Sa seconde idée était celle de garder un châssis à 2 hommes, d'augmenter le blindage à 25,4 mm et, à l'instar du T6, de monter une tourelle à 1 homme. Le 29 décembre 1938, il est décidé de mettre fin à la production du M2A3 après 72 véhicules construits. En reprenant les différentes idées du Major Christmas, le 73e M2A3 est converti pour faire naître le M2A4. Le M2A4 peut passer pour un changement un peu radical, mais finalement, il ne s'agit que des idées du Major Christmas appliquées au châssis du M2A3. Le blindage avant est donc porté à 25,4 mm. Pour éviter de surcharger le travail du chef du char, la tourelle est retravaillée pour accueillir 2 hommes, un chef de char chargeur et un tireur qui s'occupe de manipuler le canon. Un autre changement est l'augmentation du nombre de mitrailleuses. Une première au sommet de la tourelle, utilisable par le chef de char, et 2 autres sur les extrémités de la caisse, qui sont fixes, mais qui pouvaient être actionnées via une gâchette par le pilote. Le char est construit de mai 1940 à mars 1941, avec un total de 365 véhicules construits par ACF, auquel il faut ajouter 10 chars construits par les entreprises de locomotives de Baldwin, au mois d'avril 1942, portant le chiffre final à 375 blindés. Les chars M2 seront beaucoup utilisés pour former les équipages, mais certains arriveront tout de même sur la ligne de front, notamment 36 d'entre eux parviendront aux Anglais, qui les utiliseront sur le front birman face à l'offensive japonaise de janvier 1942, tandis que les Américains utiliseront une poignée d'entre eux aux côtés du M3 Light Tank, lors de la campagne de Guadalcanal, qui commence au mois d'août 1942. Le char va visiblement bien se comporter durant cette bataille, mais voit ses actions être limitées à du soutien d'infanterie, rôle qui remplit plutôt bien. Et les M2A4 ne sont pas perdus dans des duels de chars, mais plus souvent liés à des actions de l'infanterie japonaise ou à l'imprudence des Américains. Le char M2A4 est globalement supérieur au char japonais type 95 Hago et type 97 Chiha, à commencer par son armement, un canon de 37 mm, une arme polyvalente, mais qui est avant tout conçue pour la lutte anti-mécanisée. Ce canon pouvait facilement détruire n'importe quel char japonais en 1942 avec son obus APC à 1000 mètres, et son obus HE lui permet de faire de la lutte antipersonnelle raisonnable. A l'instar des chars japonais, le canon pouvait se déplacer de 10 degrés de chaque côté dans son masque de canon, augmentant ainsi la réactivité du char. Quant à son blindage, il était épais de 1 pouce,
soit 25,4 mm. Un blindage raisonnable pour un véhicule léger, qui lui garantissait une bonne résistance à toutes les distances contre les mitrailleuses lourdes. Un blindage qui avait aussi l'avantage de forcer les chars japonais à s'approcher. Ainsi, le Type 97 devait venir en dessous des 350 mètres pour espérer perforer le M2A4, tandis que le Type 95 devait s'approcher en dessous de 800 mètres pour le perforer. Un autre atout du véhicule réside dans sa mobilité. Le véhicule d'environ 12 tonnes peut se déplacer à plus de 50 km/h sur route grâce à son moteur de 250 chevaux. Ses suspensions révolutionnaires lui permettent une conduite souple et facile en tout terrain, ainsi qu'une vitesse assez élevée de 25 à 30 km/h. Il disposait aussi d'un long rayon d'action de 160 km. Mais le M2A4 a aussi des lacunes, surtout ergonomiques. Rentrer ou sortir dans le char relevait du numéro de contorsionniste. Faire le plein d'essence était dangereux et il était conseillé de le faire avec un extincteur à portée de main. En somme, le M2 Light Tank a su évoluer. Sa base était à la fois révolutionnaire par ses suspensions VVSS et ses chenilles en acier qui intégraient du caoutchouc, mais contrastée par une forme globalement obsolète jusqu'au M2A3 Light Tank. Armé de 2 mitrailleuses dans 2 tourelles, il nous rappelle les premiers T-26 soviétiques, mais surtout les chars anglais Vickers Mark E qui datent de la fin des années 20. Ce n'est qu'avec sa modernisation vers le M2A4 que le char se révélera être à la hauteur des futurs combats. Et même s'il n'a été produit qu'à 375 exemplaires, il ouvre la voie au M3 Light Tank, le char léger le plus produit dans le monde, avec plus de 13 800 tanks construits. Et surtout, c'est bien lui l'emblème du First Tank Battalion. C'est aussi lui le premier char à être utilisé par l'USMC. Et c'est aussi lui le premier char à combattre les Japonais à Guadalcanal, la campagne la plus importante de la guerre pour les Américains sur le front pacifique. Pour vaincre, que faut-il à nos soldats?